Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle interview pour parler soft skills et entrepreneuriat et plus précisément du scale. Aujourd'hui avec Émeric Marot-des-Grottes. Salut Émeric. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de partager de ton temps pour aussi partager ton expérience sur ce sujet que peut-être peu de personnes connaissent, mais qui est passionnant et qui est super important également en entrepreneuriat, le scale. Donc, tu es partenaire chez Raise et tu es Ouais, également co-animateur du podcast Method to Scale. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci pour cet entretien. Écoute, moi j'ai 47 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé avec une formation en télécom et en traitement du signal. Et finalement, j'ai pas du tout fait ce métier-là. J'ai passé une dizaine d'années dans une banque d'affaires qui s'appelle JP Morgan, qui est une banque américaine. Et je m'occupais principalement de ce qu'on appelle les fusions-acquisitions, donc de conseiller des clients pour racheter des entreprises ou céder leurs entreprises. Donc voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai basculé dans un autre métier qui s'appelle l'investissement, dans lequel, en fait, on a des fonds qui sont donnés par des investisseurs et on est chargé d'investir ces fonds, donc d'accompagner des entrepreneurs en investissant dans leur société. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années chez Rothschild, puis chez Bridgepoint, qui est un gros fonds anglo-saxon. Et depuis 5 ans, je suis effectivement partenaire chez Raise. Raise, c'est une société assez particulière. Il y a pas beaucoup d'exemples comme ça dans le monde, parce qu'on est des investisseurs, mais on a tout de suite eu une ADN très investissement responsable. On est une des rares plateformes d'investissement qui avons une activité philanthropique à côté et on reverse 50% de ce qu'on gagne, donc des plus-values qu'on réalise. Hein. Nous, on prend toujours une partie des plus-values. C'est notre métier. Ben là, on en reverse 50% à une fondation. Voilà. Et cette fondation, elle a pour but, à l'origine, d'accompagner justement les entrepreneurs et les aider à scaler. Et puis, on a fait beaucoup de choses maintenant autour de projets plus autour de l'enfance, puisqu'on accompagne l'hôpital Necker sur la recherche pour les enfants malades, les maladies rares, et puis Espérance banlieue pour la formation des enfants. Voilà. Donc, un peu vague, mais si on doit retenir quelque chose, dans l'investissement, accompagner des entrepreneurs et avec une philanthropie et donc une ADN un peu particulière, une façon un peu différente de vouloir faire le métier. Voilà. Et il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises depuis le début de cette conversation, le scale, scaler. C'est quoi le scale? Ça, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de définitions, on en parle. Alors, comme tu l'as si bien dit, j'anime un podcast qui s'appelle Méthode to Scale. Donc, c'est un sujet qu'on aime bien. Nous, d'ailleurs, dans notre podcast, on dit c'est finalement, on définit le scale comme l'art de ceux qui sont passés maîtres dans l'art de l'hypercroissance, donc de savoir gérer l'hypercroissance. Je pense que c'est une définition un peu vague. Si on revient à l'origine du terme, c'était vraiment passer à l'échelle. Hein. C'est comment je passe d'une. euh, en fait, au départ, c'était comment les startups qui ont été créées, qui ont un business model qui était testé, parce qu'ils font des POC, ils essayent de proof of concept, ils essayent de développer une idée, de voir si ça fonctionne. Et puis, quand ils ont les premiers retours, à ce moment-là, ils décident d'accélérer et ils se structurent pour accélérer. Donc, à l'origine, c'était vraiment comment j'industrialise et comment je passe à l'échelle, comment je suis capable de transformer une idée, un projet qui a trouvé son marché à vraiment une société, une entreprise. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, cette définition, elle s'est élargie. Et maintenant, c'est une acception qui vient, qui englobe quel est et comment je construis des outils, des process qui permettent aux entreprises de vraiment se développer et d'être solides dans leur développement. Hmm. Et parce que c'est vrai que pendant très longtemps, moi, je me suis dit, en fait, le scale, c'est vraiment pour des entreprises scalables, entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent développer, se dupliquer, c'est-à-dire, par exemple, l'activité de freelance n'est pas scalable, c'est-à-dire qu'on vend ses prestations par rapport à un taux horaire, par rapport à son temps. Par contre, si on a une application mobile, eh bien, on peut en vendre sans limite dans l'absolu. Et du coup, ma question sous-jacente, c'est quelles sont les conditions, de quoi avons-nous besoin pour se dire qu'on devient scalable, c'est-à-dire qu'on peut scaler? Alors, je pense qu'il y a deux parties dans ce que tu dis. La première, c'est est-ce qu'on a un business model qui peut vraiment s'étendre? C'est vrai, quand tu fais du conseil et que c'est lié à ta personne, bah, tu es limité par ton temps et donc
quelque part ton taux horaire, c'est ce qui limite ta capacité. Mais finalement, tu pourrais très bien dire, on se regroupe, on se met à plusieurs, finalement, on crée une entreprise où il y a de plus en plus de consultants ou d'accompagnants ou de coachs. Donc, en fait, je pense que dans tous les métiers, tu peux les scaler. Et je pense que c'est vraiment plutôt une philosophie, une ADN de comment on est capable à chaque étape de bien construire les fondements pour passer d'étape en étape. Et moi, tu vois, je vois plutôt ça de marche d'escalier. Et on a fait plus d'une cinquantaine de podcasts. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, d'accompagner des entrepreneurs. Et tu vois, à chaque fois, on a interrogé des entrepreneurs qui avaient des toutes petites sociétés, des boîtes qui font plusieurs milliards. Elles sont toutes passées par ces étapes. Alors, elles ne sont pas toutes capables d'aller au milliard, mais en fait, cette réflexion de la notion de scale, elle est présente à toutes les étapes. Et moi, si tu veux, il y a 3 points que je retiens vraiment très précisément dans le scale. C'est les people, les gens. On ne construit pas d'entreprises et d'entreprises qui sont capables de grandir sans des équipes qui sont très fortes. C'est une des composants clés, si ce n'est la pièce maîtresse du développement de toutes les sociétés. Donc, les personnes, les individus, les équipes, les process. Est-ce qu'à un moment, on est obligé d'avoir des process, etc., pour arriver à bien s'organiser? Et les outils. Et si tu prends ce trinôme entre les people, les process et les outils, tu peux regarder qu'à chaque étape, tu as des gens qui ont été capables de bien réfléchir à qu'est-ce qui permet d'avoir les bonnes équipes. Je te donne un exemple. Quand tu vas regarder les équipes, souvent, quand tu commences dans des sociétés, bah, tu recrutes des gens qui sont un peu touche-à-tout, des couteaux suisses. Il faut être, quand on est petit, il faut agile, il faut tout faire. Tu fais à la fois les factures et puis tu fais le commercial et puis voilà. Et donc, tu as une organisation qui est très agile, qui va très vite. Plus tu grandis, plus tu vas être obligé de te spécialiser. Puis tout d'un coup, tu vas prendre un comptable pour faire la comptabilité, tu vas prendre quelqu'un pour faire la paye, et puis tu vas prendre un directeur financier si tu en as besoin. Et donc, en fait, tu passes d'une agilité à, tu ramènes de l'expertise, tu ramènes des gens qui sont finalement très experts dans leur domaine pour t'aider à grandir. Et là, tu as un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais quelque chose de très agile qui marchait très bien et tu commences à alourdir et à mettre beaucoup de process. Et tu Mm. peux tomber dans le syndrome des gros groupes qui, du coup, euh, si tu veux, sont submergés par les process. Donc, comment tu fais pour recruter des gens qui sont bons et qui vont t'aider à apporter de l'expertise sans perdre ton ADN et ta culture des départs et ce qui faisait ta force, qui était l'agilité. Ben, tu Mm. vois, ça, c'est des réflexions de tous les jours et on a fait beaucoup de podcasts là-dessus. On en a fait un dernier d'ailleurs avec Superprof et avec Wilfried qui nous dit, ben, moi, à chaque fois, je vais repérer le plafond de verre des gens. Je me dis, bah voilà, là, ils ont atteint leur plafond de verre, donc comment je fais pour les aider et comment je vais peut-être changer les rôles et les responsabilités pour leur donner un nouveau rôle, pour les accompagner, parce qu'à ce moment-là, il va falloir que je sépare leur rôle en deux, que je mette un expert. Et donc, qu'est-ce que je fais pour accompagner celui qui était là à l'origine? Voilà. Ça, c'est un petit exemple pour te montrer que ça, finalement, le scale, pour moi, ça se pense à toutes les étapes. Et il y a vraiment besoin de se dire, qu'est-ce qui va me bloquer demain? Tu vois, ça va être quoi l'étape bloquante de demain? Et donc, de le penser aujourd'hui et d'être capable, si tu veux, ça ressort très souvent. Les entrepreneurs, ils sont souvent capables de vivre avec de l'imperfection. Parce qu'ils aimeraient bien avoir, tu vois, sur les outils, le meilleur produit, la meilleure tech, voilà. Mais s'ils passent leur temps à développer la tech, le produit, etc., souvent ils négligent les ventes. Mm. Donc, c'est revenu très souvent. Dans beaucoup d'épisodes, tu as des CEO qui disent, bah non, mon produit n'est pas parfait, je sais vivre avec cette imperfection et on va quand même aller le vendre. Et puis, quand on aura fait pas mal de ventes, on va améliorer le produit. Et je pense qu'une des caractéristiques clés du scale, c'est de savoir gérer l'imperfection, de savoir vivre avec des outils qui ne sont pas parfaits et d'être conscient qu'il va falloir les améliorer. Et je pense que la vraie différence tu vois, entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est de se dire, OK, je sais qu'à un moment, il faudra que je fasse une refonte de l'outil. Tu parlais tout à l'heure d'une app mobile. Bon, bah, j'ai fait ma première version, elle marche bien. Je sais qu'il y a des imperfections et c'est de savoir planifier comment on va gérer d'améliorer son outil dans le temps. Mm. Tu parlais de mindset, que ça part de là, et que les conditions, c'est plus des conditions internes de comment je pense mon business, comment je pense mon parcours entrepreneurial, que des conditions plus externes de quel produit que je vends, etc. Selon toi, quelles sont les composantes de ce mindset? Donc, tu viens d'en donner un, accepter l'imperfection. Est-ce qu'il y aurait d'autres ingrédients comme ça qui seraient des composantes de ce mindset hyper important pour le scale?
Ouais, tout à fait. Je pense il y en a plusieurs. Tu as forcément la première qui est la curiosité. Euh, Parce que euh, de mon expérience, les entrepreneurs qui ont réussi sont quasiment tous des entrepreneurs qui sont curieux. Ils ont envie d'aller découvrir de nouvelles choses, voir si on peut mieux faire ce métier-là, découvrir un nouvel outil, essayer d'avoir une idée, de développer une nouvelle activité. C'est la gestion de l'innovation, de la curiosité. Ça revient quasiment tout le temps. Euh, Anticiper, essayer d'avoir toujours un coup d'avance et aller tester. Tester, tester, tester. Ne pas avoir peur de l'échec. Il y avait un entrepreneur qui avait dit chez moi, j'avais mis le prix de l'échec. Et je croyais que c'était une blague. Il me dit non, parce qu'en fait, il faut que les gens aient pas l'impression qu'avoir un échec, on a perdu notre temps. On a testé, et si on teste rien, on fera rien. Et donc oui, il faut être curieux, il faut tester, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut savoir tirer les bonnes conclusions de l'échec. Mm. Si tu t'es planté, et ça sert à rien de. Il y a toujours une subtilité avec la persévérance et puis s'obstiner à faire quelque chose, si tu veux, qui fonctionne pas. Savoir vraiment tirer les conclusions, mais je dirais vraiment la première, c'est être curieux. Juste une petite Le- anecdote pour revenir sur ce que tu dis, ça fait penser à mon associé qui dit souvent, parce que on se plante assez souvent malheureusement, mais et quand on se plante à chaque fois, on dit, voilà, on s'est payé une formation de tant d'euros. Ouais, ouais, et c'est C'est tout à comme une fait vrai. formation. Et à la fin, il faut juste se planter moins souvent qu'on réussit, mais Voilà. en général, effectivement, on se plante et il faut savoir tirer. Et tu vois, parmi les entrepreneurs qui m'ont beaucoup impressionné, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thibaut Renouf, qui est le CEO de Partout. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui aime bien conceptualiser. Et il écrit beaucoup, il a un médium qui s'appelle Tribes et que je vous encourage à aller regarder. Et en fait, au-delà de la curiosité, il est toujours en train de se dire, est-ce que j'ai besoin de recruter un DRH? Bon, bah, je ne sais pas. Est-ce que ma société est à un point où je dois recruter un DRH? Et je te prends un exemple comme ça, c'est un exemple parmi des centaines d'autres. Ben, il va se poser la question de se dire, c'est quoi un bon DRH? C'est quoi sa fonction? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les rôles? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Est-ce que j'en ai besoin demain? Mais finalement, si j'en ai besoin demain, est-ce que j'ai pas intérêt à le prendre maintenant? Parce que du coup, ça va préparer mon organisation. Et donc, en fait, je pense une des choses vraiment clés, c'est qu'on voit que ces patrons qui ont réussi ont toujours deux ou trois coups d'avance, ils ont anticipé, ils ont souvent recruté des gens dont ils n'avaient pas forcément besoin tout de suite, mais parce que c'est des gens qui allaient ramener de la compétence et préparer une organisation pour l'étape d'après. Et ça, je pense que tu le retrouves dans beaucoup de nos épisodes. Si tu écoutes un autre épisode que j'aime beaucoup, qui est Malte, avec Alexandre Fréty qui est venu, qui a été embauché par les patrons en place pour apporter de l'expertise et pour justement essayer de. Il avait eu l'expérience d'avoir scalé des business qui étaient deux à trois fois la taille de Malte quand il a repris. Et donc, il amenait toute cette expérience où il a essuyé les plâtres pendant des années. Mais finalement, à chaque fois, dans un aiguillage, quand tu essayes de prendre la direction A ou la direction B, mais tu as quelqu'un qui l'a déjà fait et qui te dit, bah, si tu prends la direction B, tu vas avoir tel et tel sujet, donc tu devrais l'anticiper, bah, tu gagnes un temps fou. Et Mm. donc, ramener cette connaissance permet, même sur des CEO qui sont brillants, qui vont très vite, l'expérience, ça ne s'apprend pas qu'en ayant, si tu veux, toi-même vécu ça. Donc, si tu l'as pas vécu, tu es limité. Donc, il faut prendre quelqu'un qui t'aide et qui t'accompagne, qui a déjà réalisé, si tu veux, quand tu fais 20 millions de chiffre d'affaires, il bah, faut que tu prennes quelqu'un en ait fait 50 ou 100. Quand tu fais 2 millions, c'est le même raisonnement. Et s'entourer de gens qui sont capables de t'aiguiller et de t'aider à réfléchir au moment où tu dois prendre des décisions. Mm. Voilà, je pense Et que ça, c'est une des troisièmes caractéristiques qui est importante. Et comment, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas encore des ressources, on va dire, financières pour pouvoir dire, bah, tiens, moi, je vais recruter un tel, je vais recruter un tel, mais qui a envie de réussir à s'entourer de ce type de personnes-là? Voilà, la citation qui me vient, je crois que c'était Jim Rohn qui disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans ce que tu dis. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je pense que c'est très vrai. Mais je pense
j'ai l'impression, si tu veux, que beaucoup de patrons se cachent derrière le fait de dire j'ai pas les moyens, etc. Moi, si tu veux, de tous les meetings que j'ai avec ces patrons, ceux qui réussissent sont les démerdards. Et quand tu n'as pas de moyens, bah, tu fais différemment. On a eu Wilfried, Granier qui a fait super prof. Il n'a pas levé 1 euro. Il a ouvert 54 pays. Il est autofinancé depuis le début. Et si tu veux, il est dans cette culture permanente de dire bah, comment je fais? J'ai pas les moyens. Voilà. Mais eh ben, je vais sur LinkedIn, je vais trouver quelqu'un et je vais lui parler de mon projet et je vais essayer de rencontrer des personnes qui ont fait ce métier-là ou qui ont de l'expérience pour qu'ils me donnent leurs conseils. Ça ne te coûte pas forcément grand-chose si tu veux. C'est sûr que quand tu as des moyens, tu réussis. Mais paradoxalement, on l'a vu dans la crise de la tech, quand tu as beaucoup de moyens, tu fais Hmm. aussi beaucoup de dépenses et tu n'es pas forcément frugal et ce n'est pas forcément les meilleurs actes de gestion. Et on se rend compte qu'après, au contraire, être dans un peu sous contrainte et d'avoir besoin de se dépasser, d'aller trouver la curiosité, l'innovation, etc., ça ne coûte pas forcément énormément d'argent. Je pense que c'est plutôt une mentalité et avoir envie d'aller chercher de la connaissance chez les autres, de commencer à discuter avec des patrons. Et si tu veux, on voit quand même beaucoup d'entraide dans cet écosystème-là. Si tu veux, il n'y a pas un patron qui n'a pas envie de passer une demi-heure à aider quelqu'un d'autre parce qu'un patron, c'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui est très exigeant. On comprend pourquoi beaucoup veulent rester salariés, rester chez eux, parce qu'ils n'ont pas envie de gérer toute cette pression, de gérer toutes ces responsabilités. Et donc, je pense qu'un patron, il sera toujours prêt à donner une demi-heure de son temps ou 1 heure de son temps pour aider quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a une très, très forte entraide parce que c'est dur. Et donc, ce qu'ils ont vécu, ils disent si je peux aider quelqu'un, ils le font. Et moi, si tu veux, je remarque podcast après podcast, euh, il n'y a pas un patron qui n'a pas envie de venir partager parce qu'il dit je dois bien ça au moins à la communauté et il faut qu'on aide, il faut qu'on s'entraide. C'est ce qui fait la force d'un pays, hein, d'avoir des patrons et des entrepreneurs qui créent de l'emploi. Hmm. Et que dirais-tu à des... Parce que ça arrive souvent de dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de donner mes idées, parce que j'ai peur qu'on me les pique. Et que, bah, quelque part, bah oui, mais si on parle à quelqu'un, mais que nous, derrière, on veut rien partager, bah, c'est pas des échanges. Je pense que c'est une vision qui est assez ancienne, qui est un peu old school. Et Ouais. je vais te faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais tu pourrais faire le même parallèle dans la tech. L'open source, qui finalement a décidé de mettre tout son code en open source, tout le monde y a accès. Bah là, en fait, t'as plus d'avantage concurrentiel. Je pense que l'avantage concurrentiel aujourd'hui, il n'est pas vraiment dans les idées, il est dans le faire, il est dans le doux. Parce que c'est bien beau d'avoir les idées. Les idées, d'ailleurs, tu vas sur Internet, tu vas sur ChatGPT, les idées, tu les trouves, d'accord? Mais l'exécution, la qualité de l'exécution, la qualité d'emmener une équipe, la qualité de vraiment, si tu veux, délivrer, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et donc, au contraire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de patrons qui sont prêts à partager, qui sont prêts si tu veux, à donner des exemples, à donner leurs recettes, mais parce que derrière, si tu veux, ce qui fera la différence, c'est l'exécution. Hmm. Et comment on devient meilleur à ça? Eh ben, je crois que tu avais la clé. On s'entoure de gens qui sont bons. Hmm. Euh, Jim Collins, dans son bouquin From Good to Great, c'est un Hmm. des trucs qu'il n'arrête pas de répéter. En fait, les organisations qui ont été capables d'exceller sont les organisations qui se sont entourées de gens excellents. Et tu vois, il dit toujours, c'est pas la destination, on n'est pas en train de définir la stratégie et après on recrute les équipes. C'est who is on the bus. C'est qui on a fait monter dans l'équipe et après on fait la stratégie. C'est très paradoxal. Tu peux penser qu'en fait, tu as la stratégie du soutien. Non, on lui dit, tu construis les équipes et c'est avec des gens brillants, c'est avec des gens qui ont envie de se dépasser que tu vas loin. Hmm. Et j'imagine que bah, de toute façon, tu as commencé à aborder ce sujet-là, ça m'intéresse aussi. Parler que de l'importance d'échouer pour apprendre et que bah, ça arrive aussi des boîtes de se planter dans leur scale, même si elles ont énormément de ressources financières. Est-ce que tu aurais comme ça des pépites de fail, voilà, de non-réussite de scale et qui peuvent être assez enrichissantes pour nous pour éviter de tomber dans ces erreurs-là? Écoute, je pense on va éviter, on aime bien nommer les succès, c'est toujours plus difficile de nommer les échecs, mais je pense que si on prend un tout petit peu de recul sur la situation, ce qui passe sur la tech aujourd'hui, c'est un bon exemple de
de sociétés qui auraient pu être des très bons business models et qui vont être des très mauvaises opérations. Et on pense à toutes ces licornes qui se sont créées avec des business models qui ont été, si tu veux, qui se sont construits avec une vision de dire je mets des millions d'euros dans une technologie parce que si je veux pouvoir changer la façon d'opérer le business, c'est-à-dire disrupter, comme tout le monde le dit, ben, il faut que je sois très novateur. Donc ça, c'est très vrai. Et tu n'as pas le choix que de construire un produit et d'avoir un produit qui soit très différenciant et qui t'aide à faire le métier différemment. Donc ça, OK. Mais ce qu'on a vu dans toutes les fêlures qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a injecté énormément d'argent pour construire les meilleurs produits, des produits, si tu veux, qui au lieu de faire du 80-20, ont une tech qui fait papa-maman, mais en fait, c'est pas ce qu'il faut pour vendre. Et une des grandes leçons, je pense, c'est de se dire, construisons la tech qui va bien à un instant donné, et après on fait évoluer la tech. On commence par vendre, on commence par avoir un retour client, et à force d'être jusqu'au boutiste et d'avoir des boîtes qui sont faites par des ingénieurs pour des ingénieurs, on en oublie que le BABA, c'est de vendre. Et je pense que ça, c'est, si tu veux, on va le payer sur les années qui viennent parce que ces organisations ont, à mon avis, pas été dans le mindset d'être frugal et de se dire, si tu veux, le flot d'argent a été très nécessaire et ça a complètement changé les mentalités. Et d'ailleurs, tu vois, tout ce qui est autour, tout ce qui se passe autour du cloud, des bootstraps, donc ce qu'on appelle des bootstraps, c'est des sociétés qui n'ont pas levé, c'est parce qu'elles ont envie de se développer avec leurs ressources propres. Et voilà, c'est pas toujours possible, surtout quand tu dois mettre de la tech. Donc, faut pas être caricatural. Mais je pense qu'une des leçons qu'on peut retenir, c'est que finalement, euh, faire de la tech pour de la tech, ça sera pas ça sera pas le chemin gagnant et qu'en tout cas, avoir très vite une idée de vendre, construire des équipes qui savent vendre, c'est une des équipes de succès. Et à l'inverse, il faut vraiment avoir en tête de gérer ce qu'on appelle la dette technique. On a fait beaucoup d'épisodes là-dessus dans ces entreprises de techno, de savoir où est ta dette technique et à quel moment tu seras obligé de faire évoluer ton produit parce qu'il y en aura besoin. Voilà. La dette technique, explique-moi en quelques mots, c'est quoi la dette technique? Dette technique, alors là, je prenais un exemple des sociétés qui sont très technologiques, mais quand on développe un logiciel ou quand on a développé des outils technologiques, le code devient obsolète. Et à un moment, si tu veux, c'est un peu, il faut savoir renouveler et régénérer ton code, le réécrire parce qu'il y a des nouvelles, il y a des nouveaux langages, parce qu'on fait plus on code plus de la même Et même façon, les fait devices, appel, que ce soit les téléphones, etc., font des mises à jour qui font qu'un code devienne obsolète suite à une mise à jour, par exemple. voilà. Et donc, toujours, les équipes sont toujours dans ce paradoxe de vouloir, si tu veux, si tu gères ta dette technique, en gros, tu mets tes équipes de développement et tes équipes techniques pour résorber quelque chose en interne et ça ne crée pas plus de ce qu'on appelle des features produits, tu ne développes pas d'autres choses pour les clients. Donc, c'est toujours un trade-off de finalement améliorer ton socle technique parce que tu en as besoin et parce que sinon, tu vas accumuler un espèce de truc qui va devenir ingérable. Et puis en même temps, bah, continuer à développer des nouvelles fonctionnalités pour tes clients. Mhm. Mhm. C'est passionnant. Je sais qu'on pourrait faire encore 30-45 minutes comme ça à parler de scale. Mais en tout cas, dans tout ce que tu as dit, je retiens déjà que bah, c'est un mindset. Hein, c'est pas juste quand on atteint un certain seuil de chiffre d'affaires qu'on dit que bah, ça y est, on va scaler, on va lever des fonds, etc. Que le plus important, c'est finalement de vendre. Et aussi, bah, par rapport, moi je parle souvent de l'obsolescence des compétences dans mes conférences sur les soft skills. Là, tu parles souvent de l'obsolescence du code avec cette dette technique qu'il faut anticiper, d'où aussi l'importance d'être dans le 80-20 en termes de développement technologique et pas 100% parce que de toute façon, ça va devenir obsolète à un moment donné, le code et qu'il n'y a pas d'industrie prédisposée, il y a pas besoin de faire que de la tech pour aussi dans cet état d'esprit de scaler, que c'est accessible à toutes et à tous à partir du moment qu'on a le bon mindset. Est-ce que j'ai bien retenu les messages clés que tu as voulu nous faire nous partager aujourd'hui? Ouais, et je pense que je rajoute un truc qui va te faire plaisir, mais que je pense qui est fondamental et qui est très vrai, c'est que ce qui fait tourner ces entreprises sont les équipes. Et les soft skills seront et sont de plus en plus importants. Le hard skill, les experts, il y en a beaucoup. Là, on a une grosse révolution qui arrive avec forcément tous les LLM et l'intelligence artificielle. Et je pense que ce qui fait vraiment la différence,
c'est l'exécution, la capacité à être innovant, la capacité du mindset, comme tu disais, comment en permanence je deviens moi-même une super IA, c'est-à-dire c'est Human AI, comment je progresse, comment je m'améliore, comment je construis des équipes qui ont envie d'avancer ensemble, comment j'interagis et à la fin, comment on exécute, si tu veux. En tant qu'investisseur, je le vois tous les jours, la différence dans des projets A et des projets B, c'est plus les idées. Il y a forcément une partie d'idées, mais la différence, c'est la qualité de l'exécution, la qualité de l'anticipation et, si tu veux, cette petite différence qui se fait décision après décision, où les décisions ont été pensées, où elles ont été réfléchies pour le coup d'après. En effet, comme tu l'as dit, ça me fait plaisir comme conclusion, surtout pour ce Soft Skills Day, que même dans des sujets ultra techniques, technologiques comme l'IA, le tech, le scale, etc., eh bien, ce sont les soft skills qui vont faire la différence, qui font aujourd'hui la différence, qui feront de plus en plus la différence demain. Donc, merci beaucoup, Émeric. Donc, pour les personnes qui veulent te suivre, où est-ce qu'on te retrouve? On peut me trouver sur LinkedIn, c'est la façon plus simple. Je poste assez régulièrement, notamment pour mes épisodes de podcast, donc avec plaisir. Et comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gonzague de Binaire, qui est le fondateur de Race, ne jamais négliger une rencontre. Donc avec plaisir, écrivez-moi. On prendra toujours du temps. On a un emploi chargé, mais on prendra toujours du temps pour rencontrer. Super, merci beaucoup. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, Émeric, et à très bientôt. Merci, Jérôme.